La durée de la présentation doit se situer en 13 et demi. Un point sera déduit par temps de 30 secondes manquantes supplémentaires. Les membres de l'équipe doivent parler pendant la séance. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêts. Bonjour, Steve Poirier, je suis gestionnaire à Revue Québec, dans l'équipe de développement. Bonjour, Christopher Deschamps, je suis professionnel en vérification fiscale chez Revue Québec. Allô, bon, c'est Daniel Langlois, je suis auditeur chez Coopérative. J'ai juste une question avant. Et ça, c'est la manette pour le PowerPoint. Ouais, OK. Super, merci. Alors, bonjour à tous. Avec mes collègues Laurence Rodier et Marianne Provencher, ainsi que moi-même, Kini Merio, sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour répondre aux problématiques que vous nous avez communiquées. En gros, c'est quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va faire une analyse d'une entreprise externe et interne. On va répondre aux petits questionnements que vous aviez sur les immobilisations et sur l'emprunt. On va passer par l'état financier du billet qu'on va faire pour cette année et on va finir avec une petite conclusion des suggestions. Débutons par l'analyse interne de l'entreprise. Comme défi interne, nous avons trouvé que, auparavant, vous avez eu certaines irrégularités dans le passé. Donc, c'est un défi à l'interne qui peut se reproduire. Donc, c'est à faire attention au courant des prochaines années. Ensuite, comme force, nous avons remarqué que M. Leplancher est très curieux. Donc, il a une bonne motivation. Il veut montrer le meilleur pour son entreprise et il est intéressé à une évolution. Et ensuite, nous avons remarqué aussi que M. Leplancher, il veut constamment accroître ses connaissances, donc il est vraiment curieux. Pour l'analyse externe de l'entreprise, les défis externes, les vérificateurs de Revenu Québec sont des personnes justement de l'extérieur qui vont mettre une pression sur l'entreprise. Donc, c'est à faire attention au courant. C'est ça. Comme opportunité, vous voulez vous améliorer pour répondre aux exigences de Revenu Québec. Pour les acquisitions d'équipements spécialisés, donc on a un coût d'acquisition de 160 000, des frais d'installation de 8 000. Tout ça, on va les additionner ensemble pour avoir un équipement utilisable. On va avoir une valeur résiduelle de 40 000 et une durée de 5 ans. Donc, vous nous avez demandé à quoi ressemblerait l'immobilisation selon la méthode du taux dégressif. Donc, comme vous pouvez voir, on a mis les années jusqu'en 2027 puisque la durée est 5 ans. Nous avons les valeurs comptables. Concernant l'amortissement, le calcul à faire pour 2023, c'est bien entendu le 168 000 fois le 30 fois 6 mois sur 12, puisqu'on l'a acquis le 1er juillet, et ce qui nous donne le total. Puis, pour la seconde année, on doit prendre le total qui nous a donné moins fois le 30 puis ensuite, pour savoir le total, on prend notre valeur comptable moins l'amortissement, ce qui nous donne de nouveau le total, et on répète ainsi de suite l'opération. Concernant l'écriture, à quoi ressemblerait pour 2023, nous avons amortissement équipement spécialisé, puis l'amortissement cumulé au crédit, qu'on prend les valeurs que nous avons trouvées pour le total. Donc, nous avons 2023 et 2024, comme vous pouvez voir. Concernant la méthode linéaire, en fait, cela consiste à prendre le 168 000 moins la valeur résiduelle qui est de 40 000, divisé par 5 ans, fois le 6 sur 12 pour l'année 2023, et on n'a pas à le répéter le fois 6 sur 12 pour l'année 2024, puisqu'on l'utilise tout au long de l'année. Et l'écriture, c'est pareil pour 2023-2024, débit crédit comme l'autre. La valeur comptable au 31 décembre 2023, dans le fond, on fait le coût d'acquisition moins l'amortissement cumulé
Dans le fond, c'est 168 000 moins 12 800. Ça va nous donner un total de 155 200. Vous nous avez demandé à quoi ressemblerait le bilan pour les immobilisations. Donc, nous l'avons fait partiel. Nous avons l'équipement spécialisé moins l'amortissement cumulé qui nous donne le total des immobilisations corporelles. Puis, nous avons rajouté une petite note concernant l'amortissement cumulé pour montrer quel est le calcul que nous avons fait et ainsi que la méthode que nous avons utilisée. Sinon, vous aviez acheté l'outillage. On a remarqué que l'outillage que vous aviez acheté et que vous aviez fait un emprunt pour celle-ci, il n'y avait pas eu de demande sur l'amortissement. On a pris l'avance, on vous a fait une hypothèse. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à peu près la même type de pourcentage que dans l'autre équipement, qui était la valeur divisée en quatre pour avoir la valeur individuelle. On est du même principe que l'équipement. C'est un outillage, ça ressemblait quand même à un équipement. C'était similaire. On a voulu se fier à ce que l'entreprise faisait déjà. Par la suite, on est resté sur une durée de 5 ans aussi pour rester avec le même style que l'équipement. Le moment d'acquisition, on a fait une autre hypothèse. On sait que l'outillage a été édité pendant octobre, mais on est allé avec l'hypothèse qu'elle aurait été achetée le 1er octobre pour pouvoir faire l'amortissement puis la calculer comme il faut. Donc, ici, vous avez l'écriture qui constitue à l'amortissement, qui équivaut à 9 375, parce que nous avons juste 3 mois dans l'année 2023 qui a été utilisé l'outillage. Par la suite, aussi, on a rajouté au bilan. Vous avez demandé que les immobilisations soient rajoutées au bilan. On a fait l'initiative, on l'a fait aussi. La différence, on a rajouté aussi une note. Puis la note, on trouve ça important parce que vous, Revenu Québec, vous assurez la vérification. Donc, c'est sûr que quand vous vérifiez aussi, vous voulez savoir que la compagnie, c'est conforme tous ses états financiers. On voulait que vous sachiez c'est quoi les calculs. Donc, c'est ça important avec aussi les notes, pour que vous sachiez la démarche et que vous sachiez exactement ce qui a été fait tout le long de ce processus-là. Pour l'intérêt à payer pour l'emprunt, dans le fond, on a calculé le montant versé à la fin. Ensuite, l'intérêt payé à la fin. On a ensuite payé l'intérêt par versement. Et on a fini par faire un calcul pour calculer le capital remboursable par versement. Donc, en gros, ici, ce qu'on a voulu faire, c'est savoir puis différencier pour faire une régularisation sur les intérêts qui a été cumulé pendant l'année 2023. C'est sûr que vous allez payer le 1er janvier 2024, mais si on prend en compte le principe de dépendance des exercices, c'est important, l'intérêt de paiement a été fait jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, on le séparer de cette façon-là. Donc, le but, c'est de calculer combien d'intérêts vous payez par versement pour le calculer pour les 3 mois pour avoir dans l'exercice 2023 les intérêts qui sont mis dans cet exercice-là. Ce qui équivaut à 7 350 d'intérêts et le reste en intérêts à payer. Non, vous avez demandé de faire un état des flux de trésorerie direct. On est allé au exemple 971. On a gardé les mêmes chiffres que vous aviez donnés, mais on a rajouté des petits détails additionnels qu'on a fait des écritures en mobilisation. En gros, c'est quoi qu'on a fait? On a racheté l'acquisition des outils. On a racheté l'acquisition d'équipements qui n'étaient pas encore présents. On a rajouté aussi l'emprunt de 200 000 qui n'était pas présent aussi. Le reste reste quand même relativement similaire, mais ça fait un flux de trésorerie qui est négatif. En gros, pourquoi le flux de trésorerie en ce moment est négatif? Si vous êtes allé acheter un équipement de 168 500, mais votre flux de trésorerie avant l'acquisition et le paiement était de 15 800. Donc, c'est sûr que de cette façon-là, vous n'aviez pas assez d'équité, on n'a pas assez d'informations. On ne sait pas si vous avez déjà de l'encaisse, mais dans les informations que vous nous avez données, c'est que vous avez 15 800 de liquidité et de flux de trésorerie. Donc, de cette façon-là, en prenant les mêmes données, et ça fait que le flux de trésorerie est négatif pour cette fois-ci. Passons maintenant à l'état des résultats comme vous nous l'avez demandé. Donc, bien important que nous avons additionné les ventes, que nous devons soustraire toutes les charges d'exploitation que vous avez. Donc, nous avons les frais financiers qui incluent les intérêts. Ensuite, l'impôt
les charges administratives et l'amortissement que nous avons calculés auparavant concernant les équipements spécialisés et ainsi que l'outillage. Donc, ce qui nous donne un bénéfice net de 9 518. Par la suite, pour le bilan, qu'est-ce qu'on peut vous en parler? On nous a fait un bilan des informations qu'on avait avec les décaissements par effectivement l'état de trésorerie que vous aviez donné. Donc, on s'est pris les mêmes données et on a essayé de créer un bilan. C'est sûr que dans ce bilan-là, on a dû rajouter, encore une fois, les outillages, l'équipement qui n'étaient pas présents. On a rajouté aussi l'amortissement cumulé, les écritures. On a la régule avec l'intérêt à payer qui est rajouté par la suite. Et on va avoir le passif à court terme aussi avec déjà l'emprunt qui était disponible. On a rajouté l'emprunt que vous avez fait, qui a été rajouté. Et en parlant de ça, vous avez une hypothèse sur l'encaisse. Vous n'avez pas assez d'informations avec exactement comment vous aviez. On n'avait aucune information sur l'encaisse que vous aviez. On s'est basé en fait sur l'état que vous aviez déjà. Et on a simulé qu'en fait, ça serait ce montant-là que vous auriez dans l'encaisse pour que ça balance, parce que techniquement, tout balance sur un état comptable. Ce qui veut dire qu'on s'est basé sur cette théorie-là. Donc, on comprend que c'est encore une fois une hypothèse, que les outils, une hypothèse encore une fois, on ne peut pas vous certifier à 100% que c'est les chiffres exacts, mais on s'est basé là-dessus pour vous donner une réponse. Sinon, pour conclure, on ne voulait pas finir ici sans vous donner aucune suggestion de contrôle interne et de vérification. On sait que le plus gros problème du garage, c'est sa vérification. Ils ont la misère, ils ont toujours des petites erreurs, ils ne respectent pas forcément les normes à 100%. Puis ça peut leur coûter cher d'intérêt. Donc, c'est sûr qu'on aimerait s'y mettre en place des contrôles internes et entre autres, d'eux qu'on a pensé, c'est d'aller voir un comptable, faire affaire avec quelqu'un qui est certifié CPA, demander conseil, moindrement les immobilisations, savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, combien d'années, comment je dois le mettre en écriture. Parce que c'est sûr que d'avoir qu'un Revenu Québec, il n'y a toujours pas des vérifications. Ça coûte cher à la population aussi, Revenu Québec, c'est la population qui paye un peu. Ça, c'est que tout le monde investit leur clientèle, c'est tout le monde. Donc, c'est juste de cette façon-là, on peut éviter que l'entreprise prend en charge elle-même ses dépenses pour que tout ceci soit payé et respecte les normes et qu'elle apprenne davantage. Donc, c'est sûr qu'on avait qu'ils prennent en compte et qu'il y ait pas ces bloquets certifiés. Pas forcément avec un comptable externe, mais aussi d'engager quelqu'un dans l'entreprise, une technicienne comptable ou quelqu'un qui connaît et qui aurait les références pour aider M. Laplanche avec ses états financiers, avec ses écritures comptables. C'est sûr qu'avec aucune formation là-dedans, il y a des petites erreurs, puis ça peut venir très, très cher. Surtout qu'on sait que les défis internes et externes étant en rapport à la vérification, on sait qu'il y a de la misère, on sait que c'est dur, on sait que c'est très important parce que des petites erreurs par la suite avec les normes, avec des mauvaises régules, ça peut vraiment arriver puis donner coûter cher au final parce qu'on sait avec les impôts et les intérêts à quel point ça vient très, très cher de faire des erreurs, puis ça peut venir cher à la population. Donc, c'est pour ça qu'on voulait donner quelques suggestions en faisant affaire à quelqu'un certifié ou en ayant d'autres types d'analyses à l'interne, comme quelqu'un en administration qui pourrait aider et soutenir la planche dans ses décisions. Merci. Merci de votre écoute. Dans le fond, j'aimerais comprendre un petit peu dans votre trésorerie versus votre vos états financiers personnels. On arrive avec une trésorerie négative. Puis quand vous présentez vos états financiers, on a une trésorerie positive. Comment il est important? En fait, on explique qu'on ne voit pas qu'on a toutes les informations nécessaires qui nous étaient forcément données avec le 168 000 qui a été dépensé pour l'équipement. C'est sûr que de cette façon, l'argent a été pris d'une façon, mais on ne réussit pas à comprendre elle vient de où. On ne peut pas le prendre dans l'emprunt en tant que tel. Donc, on l'a comme acquisition, mais on ne l'a pas comme emprunt. On ne sait pas si ça vient d'une encaisse. C'est sûr qu'avec ces données-là, on aurait pu le rajouter, puis ça aurait vraiment fait que ça balance et que ça revienne à la même chose. Mais n'ayant pas cette donnée, on n'a pas pu faire pas un matching, mais que ça fonctionne avec le 168 000. C'est l'élément qu'on avait le plus de misère à déterminer vu qu'on avait une acquisition
mais on n'avait aucun voté. On ne savait pas si ça valait un emprunt, s'ils l'ont pris de leur liquidité, mais il n'y avait pas les liquidités. Donc, on n'a pas fait d'hypothèse à ce sujet, on a juste continué avec les documents qu'on avait en main. Au niveau des flux vous avez séparé ça en trois sections. Oui. Pouvez-vous m'aider à comprendre c'est quoi la différence entre les trois? En fait, la première, ça va être le prix des biens à l'exploitation. Donc, on va avoir tout ce qui va être plus en état des résultats en tant que tel et ce qui va être en tant que tel pour l'exploitation en elle-même. Donc, par exemple, l'encaissement des clients, c'est les ventes. On va avoir toutes les, aussi les dépenses et les charges, donc tout ce qui est lié à l'exploitation directe. Par la suite, on va avoir tout ce qui va lié à l'investissement. Donc, les acquisitions, tout ce qui va être plus dans l'actif et par la suite, les financements. Donc, qu'est-ce qui va être plus lié aux dépenses, pas aux dépenses, aux dettes et aux passifs en fait et aux capitaux. En regardant ça, puis là, vous savez que j'ai fait une bulle en un. Pensez-vous qu'il y a genre de la facilité dans les prochaines années à faire face à les obligations? Il y a quelque chose que je pourrais faire pour améliorer? Pour payer cet emprunt-là, je vois que j'ai plus d'argent. Moi, je pourrais faire améliorer ma situation. En tant que tel, il y a deux solutions qui peuvent être importantes. Soit le financement à l'interne ou du financement à l'externe. C'est deux solutions qu'on voit vu que les liquidités ne sont pas présentes. En gros, il y a deux choix. Soit que M. Laplanche investit de son argent pour réussir à créer du financement à l'interne et balancer ce problème de liquidité. Ou deuxièmement, un financement à l'externe comme il a fait avec le TIH, aller chercher un prêt à l'externe pour combler ce problème. Merci. Une question au niveau des amortissements. Vous avez présenté deux méthodes, la méthode linéaire et la méthode dégressive. C'est quoi les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes? C'est un choix que tu peux faire? Oui, absolument. En fait, la méthode linéaire, elle est souvent plus facile et plus simple d'utilisation. Elle est également constante au niveau du temps. Et la méthode dégressive, elle est un peu plus complexe comparée à la méthode linéaire qui est assez plus simple. Puis, comparé à la méthode linéaire, elle est moins constante au niveau du montant qui sera amorti. Elle chute beaucoup plus vite que l'amortissement linéaire. Oui, il y a aussi des frais de 1 000 pour l'installation que vous avez mis à un niveau d'actif. Est-ce que je peux jamais ça pour les passer en dépense? Est-ce que c'est possible de le passer en dépense? Pourquoi vous avez mis en actif? En fait, c'était des frais qui étaient utiles pour que l'équipement puisse être fonctionnel. Donc, c'est une dépense qu'on doit rattacher forcément à l'immobilisation en tant que telle et non en dépense. Avez-vous d'autres questions? Merci beaucoup.